Togo, mandat d'arrêt international contre l'opposant Guillaume Kodjo. Serait-il libre à l'étranger? C'est une question. La justice togolaise a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant Guillaume Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février, remporté par le président, le chef de l'État sortant fort et son Zinania Singbe. L'opposant vit désormais dans la clandestinité. Germain, est-ce que Guillaume Kodjo est libre à l'étranger? C'est la question qui est posée. La liberté, c'est un contexte assez vaste. Ouais. Alors lui-même dit qu'il est dans un champ de maïs. Il dit que c'est pas facile. Donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi libre. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il est libre de ses mouvements? Est-ce qu'il se cache? Il se terre quelque part dans un trou? Est-ce qu'il peut être visible? Donc je pense que de ce point de vue, on peut dire qu'il est libre. Et plusieurs personnes l'ont annoncé du côté du Ghana entre-temps. Après, on l'annonce du côté de la France. Toujours est-il que, quel que soit là où il n'est pas activement recherché par les autorités togolaises. Il y a ce mandat qui a été émis, mais est-ce qu'il est suivi de près par les autorités judiciaires togolaises? Je ne pense pas, parce que si c'était le cas, il y a une grande collaboration entre les polices à travers Interpol. Et si le Togo le cherchait véritablement, cherchait à le ramener nécessairement, ça sera déjà fait. Ça veut dire que les Togolais savent, les autorités judiciaires togolaises, la police et la gendarmerie, notamment à travers les collaborations dans le cadre d'Interpol, doivent savoir où il se trouve. Donc, parce que Germain, ce mandat, c'est juste pour l'écarter du pays? Parce que c'est un mandat... Non, c'est pas pour l'écarter. Je pense qu'il a été arrêté, il a été libéré sous condition. Et il était astreint à un certain comportement et il devait se tenir un peu tranquille par rapport à cette affaire. Il n'a pas respecté les conditions de la liberté qu'il a eue. Et donc, il est parti de lui-même. Mais il devait être à la disposition de la justice. Voilà pourquoi il y a ce mandat qui a été émis. Mais vous savez que c'est en même temps un délit ou une infraction politique, parce que c'est un peu lié à la politique. Il ne saurait être poursuivi de la même manière qu'un délinquant ou un présumé délinquant ordinaire. Et donc, par rapport à cela, les pays aussi sont favorables pour accueillir sur leur terre ceux qui se disent en difficulté dans leur pays pour des raisons politiques. Maintenant, ce que nous savons, c'est qu'il y a ce mandat, mais est-ce que les autorités togolaises judiciaires le cherchent à tout prix pour qu'il vienne répondre? La preuve, il était tranquille, c'est parce qu'il se prononçait sur cette affaire et qu'il avait un certain comportement, que lui-même, ayant peur d'être arrêté à nouveau, a dû s'enfuir. Donc aujourd'hui, je pense que les autorités togolaises savent là où il est. Est-ce qu'on le cherche activement? Je ne saurais répondre. Et si c'était le cas, à mon avis, il y aurait une collaboration beaucoup plus intense avec les autorités judiciaires ou les polices des pays ou du pays dans lequel il se trouverait. Mais toujours est-il que, à mon avis, il est un peu libre de ses mouvements. Gomi, est-ce que les autorités togolaises cherchent à tout prix à Guillaume Kodjo? C'est une question difficile. Pourquoi je dis difficile? Parce que normalement, oui. Du moment où il a un mandat d'arrêt international, normalement, oui. Si aujourd'hui, il est porté disparu, lui-même fait des déclarations comme quoi il est ailleurs, qu'on ne le voit pas, alors que le monde aujourd'hui, c'est un monde petit. Cela voudrait dire que l'autorité sait où actuellement se trouve Agbouillemé. Et s'il ne veut pas le faire venir ou l'extrader ou le faire venir, je pense que ça pose un véritable problème de choses, parce que de justice.
Parce que quand vous lancez un mandat d'arrêt contre quelqu'un, le bon sens voudrait que vous les cherchiez à tout prix là où il est. Soit vous ne le trouvez pas. Si on le dit aujourd'hui que l'autorité sait où il est, qu'on ne peut pas le chercher, c'est un véritable scandale. Donc, à mon avis, c'est un feuilleton qui va faire grandir même Agouémé. Parce que quand je dis ça va faire grandir Agouémé, il va se surfer sur cet exil, enfin, cette disparition, faire des déclarations qu'on l'entende, puisque politiquement, il n'est plus au point, à mon avis, hein, je parle d'un avis personnel. Et sinon, sur des activités politiques aujourd'hui, il n'a plus forte raison. Il y a un cadre qui a été initié où on l'a invité, il n'a pas répondu. Enfin, le clan qui le constitue a été invité, initié dans le cadre, enfin, dans la concertation. Et ils ont refusé d'y participer. Si aujourd'hui, un monsieur une personnalité comme lui, qui crée un parti politique, qui a gagné des élections, que le contentieux n'est pas encore vidé et tout, moi je trouve qu'il ne faut pas quand même qu'on laisse passer ces genres d'actes, parce que ça peut permettre à d'autres personnes aussi d'aller vers ce désordre-là, et ça ne peut pas quand même... Quand quelqu'un commet un crime, il faut qu'il soit jugé, à mon avis. C'est ce que nous demandons. Mais qu'on le laisse aujourd'hui, c'est lui qui va prendre cette déclaration, c'est lui qui prendra d'autres déclarations le lendemain. Et la plus forte, d'ailleurs, la plus forte raison, Togo et Jeune Afrique a conduit une communiqué comme quoi le mandat d'arrêt émis contre Agouémé n'est pas valable. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire, à mon avis, tel que je le comprends, si on voudrait justement chercher Agouémé, on le cherchera. Ça veut dire que c'est une couverture. Donc c'est là que je dis que il va falloir que quand vous annoncez une situation, il faut quand même suivre des attributions pour que quand même ça situe l'opinion. Voilà la plus forte raison. On est en train de se poser des questions. Est-ce que, du moment où on sait où il est, le bon sens voudrait qu'on le cherche, qu'il réponde de ses actes. Un mandat d'arrêt, l'oraison qui n'est pas valable, cela veut dire indubitablement qu'on cherche peut-être le moyen de le faire taire. Tout à fait. Selon moi, c'est ça, parce que vous savez, nous connaissons un peu le fonctionnement de notre gendarmerie, notre police et notre justice. Je crois que toutes les actions qui avaient été posées au lendemain de l'élection jusqu'au lancement du mandat d'arrêt international, selon moi, ne sont que des mesures dissuasives. Parce que si réellement les autorités togolaises voulaient l'arrêter, il l'arrêterait. D'abord, lui-même, il nous avait dit dans une déclaration qu'il a faite sur les réseaux sociaux qu'il était sur le territoire togolais, dans un champ de maïs. Et moi, je crois que Agouémé ne peut pas être au Togo, dans un champ de maïs, et que nos autorités nous disent qu'ils ne l'ont pas retrouvé, qu'ils ne savent pas où il est. Ça, c'est un. Il est vraiment dans un champ de maïs. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'il peut rester dans un champ de maïs depuis juillet jusqu'à ce jour? Je ne pense pas. Secondo, comme Germain le disait, après, on nous avait annoncé qu'il se serait retrouvé du côté du Ghana. Il a fait comment pour quitter le champ de maïs pour se retrouver au Ghana? Il est passé par où? Alors que les frontières, entre-temps, étaient fermées. Troisième fait, récemment, on nous dit qu'il serait du côté de la France. Pour aller en France, il va prendre un avion, ou bien il a quitté son champ de maïs pour directement atterrir en France. Non, il va prendre un avion. Et il a pris son vol où? Pour arriver en France. Maintenant, pour revenir au mandat d'arrêt, ce que je sais, c'est que quand il y a un mandat d'arrêt international pour des faits politiques, la plupart des cas, ça n'aboutit pas. C'est quand ce sont des faits économiques, des faits de crimes économiques, que ça va vite. Mais quand c'est un fait politique et que il advenait que la personne qui est poursuivie a une nationalité, par exemple française, c'est-à-dire s'il advenait qu'Agouémé a une nationalité française, donc citoyen français, je ne pense pas que la France pourra accepter le livrer au Togo, surtout pour des faits politiques, je ne pense pas. Et donc c'est là où moi je me dis que quand on analyse un peu tout le feuilleton qui a lieu depuis juillet jusqu'à ce jour, je pense que les autorités togolaises n'ont pas
l'objectif des autorités togolaises n'est pas d'arrêter Agbeyo, mais de l'envoyer en prison. Je ne pense pas. L'objectif ici, c'est de le faire taire. C'est de l'amener à accepter quand même qu'il a perdu. À partir du moment où, jusqu'à ce jour, il dit qu'il a gagné, mais il n'est pas en mesure de prouver sa victoire. Parce que quand vous voyez un peu, quand vous faites un peu la comparaison, quand on voit ce qui s'était passé au Congo, je crois que c'est en RDC, au Congo-Kinshasa, au lendemain des élections, on nous avait dit que c'est comment il s'appelle, qui avait gagné. Et le FCC avait brandi des preuves. Ils ont brandi des procès-verbaux qui laissaient penser véritablement que c'était lui qui avait gagné. Vous voyez, donc, dans ce cas, on pouvait quand même... Ça pouvait prêter à confusion. On se demanderait, mais finalement, qui a gagné? Mais ici, on nous dit, Agbeyo nous dit, il clame sur tous les toits qu'il a gagné, alors qu'il n'est pas en mesure de nous prouver qu'il a gagné. Et donc, moi, légaliste que je suis, je ne peux pas le suivre. Je ne ferai que m'aligner à ce que notre Cour constitutionnelle, qu'il a lui-même reconnu, parce que s'il n'avait pas reconnu sa légalité, sa légitimité, je ne pense pas qu'il irait déposer sa candidature. Donc, à partir du moment où il dépose sa candidature, il a fait aussi un recours. Donc, à partir de ce moment, c'est qu'il reconnaît la légalité et la légitimité de cette Cour et il doit normalement, il devait se plier au résultat de cette Cour. Et donc, s'il ne le fait pas pour moi, c'est juste du bruit, c'est juste des faits qui n'ont pas de sens. Et je pense que quand c'est comme ça, quelque part, ça pourrait prêter confusion. Et c'est là où, justement, l'autorité réagit en posant des actes pour le faire taire. Voilà. Germain, oui, il n'a pas apporté de preuves, mais est-ce qu'il a aussi les moyens de pouvoir apporter ces preuves? Oui, important de le préciser. Oui, en matière électorale, on a les moyens, parce qu'on a ses représentants dans tous les bureaux de vote. En principe, pour un candidat qui veut vraiment gagner, il doit avoir son œil partout. La loi même, et l'État a pris sur lui même de payer les représentants des candidats dans notre pays. Donc vous n'avez même pas à vous fatiguer. Il suffit de les identifier et puis l'État les paie. Donc, mais la réalité, c'est que la plupart des partis de l'opposition ne sont pas implantés sur le plan national. Et donc, non seulement ils n'ont pas de militants dans plusieurs coins du pays, ils n'ont même pas de représentants. Donc, déjà, c'est la première difficulté. Mais là où il était, ou là où il a des représentants, il peut fournir les procès-verbaux, parce que d'abord, le dépouillement public, tout le monde peut observer qui a gagné. Donc, il peut fournir ses résultats. Et pendant longtemps, il a réclamé sa victoire, mais il n'a amené aucun résultat. Et le plus grave, c'est qu'il dit que la NCA a les résultats. Vous allez à une élection avec un autre parti, vous attendez que ce parti fournisse les résultats de votre victoire. Et donc, on comprend qu'il veut juste embêter un peu les autres partis, parce que c'est à lui de le faire. Quand vous dites que vous avez gagné, c'est sur la base des résultats que vous avez. Vous pouvez même donner un chiffre et un score par rapport. Et il n'a jamais donné un chiffre, il ne s'est jamais attribué un score, soi-disant parce qu'un ambassadeur aurait dû reprendre le vote par bureau de vote. Ce qu'un autre candidat dans ce même pays a demandé qu'on n'a jamais fait. Et puis, soi-disant, finalement, il revient aux évêques, il leur dit de dire la vérité, que son candidat a gagné, de ne pas demander à Guillaume d'apporter les preuves, mais c'est aux autres d'apporter les preuves. Donc, on comprend qu'en fait, il veut juste embêter le pouvoir et embêter l'opposition. Il n'a pas les preuves de cette victoire-là. Aujourd'hui, je pense que tous les Togolais sont convaincus de cela. Moi, je ne pense pas que le mandat d'arrêt, c'est pour le faire taire. Le faire taire parce que en réalité, c'est une procédure normale. Quand vous devez vous mettre à la disposition de la justice et il arrive que vous vous échappez, entre guillemets, vous êtes extrait de cette possibilité-là, on demande que là où vous êtes, qu'on puisse vous ramener. Donc, on émet un mandat. Maintenant, est-ce que ce mandat est vraiment suivi? Parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle Interpol, qui est une collaboration entre les polices. Et quelqu'un comme Agbeyo ne peut pas être dans un pays et on ne va pas le retrouver. Je pense déjà que
les autorités judiciaires togolaises n'insistent pas vraiment pour l'arrêter. Deuxième point aussi, il y a le droit international en ce qui concerne les réfugiés. Quand quelqu'un fuit son pays, il arrive dans un pays, il dit que s'il retourne chez lui, il risque. Ce pays est obligé de lui accorder une sorte d'asile. Donc en attendant qu'il soit vraiment réfugié, on ne peut pas le livrer. Donc il y a ces deux raisons. Pour la simple raison que ce n'est pas une infraction, comme le disait Lorenzo, ce n'est pas une infraction de droit commun à caractère criminel ou économique, mais ça reste politique. Donc pour ces raisons-là, donc on comprend qu'il ne soit pas dérangé, mais je ne crois pas qu'on veut le faire taire parce que il n'a rien à mettre sous la dent et de la presse et de la population parce que en termes de victoire, il la revendique, mais elle n'est appuyée sur aucune preuve concrète. Aujourd'hui, il a choisi de s'exiler. Il pense peut-être pouvoir revenir plus populaire, mais ça va être difficile parce que d'abord, le fait qu'il arrive en deuxième position à cette élection a été une anomalie politique qui a été créée par l'archevêque, l'ancien archevêque de Lomé. Donc politiquement, Agouémé n'a pas le poids pour faire ce score-là et arriver en deuxième position. Et donc, au lendemain de l'élection, au lieu de profiter de ce score circonstanciel pour asseoir une certaine popularité, une base, il s'est plutôt opposé aux autres leaders de l'opposition qui l'accusent de ne pas le soutenir dans ses revendications et qui l'accusent même de détenir les preuves de sa victoire et de ne pas les fournir. Donc tout ça, finalement, a conduit à faire regretter ses sympathisants et militants qui avaient cru au miracle de l'archevêque et qui ont voté pour Agouémé. Aujourd'hui, tous ces partis-là, quoique affaiblis, essaient de se réorganiser. Ça va être difficile, mais en résumé, Agouémé n'a pas su profiter de cette deuxième place circonstancielle qu'il aurait pu exploiter pour devenir un vrai leader de l'opposition, mais n'ayant pas vraiment une base électorale. Et il s'est plutôt embourbé dans ces revendications-là. Il a voulu faire un peu du chantage politique, ce qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, c'est un exilé volontaire. C'est vrai que certains demandent son retour dans le cadre d'un règlement d'une crise politique post-électorale qui n'existe pas en réalité. Donc je pense qu'il peut revenir. Maintenant, la justice décidera, mais je ne pense pas qu'il soit véritablement inquiété. Maintenant, s'il dit qu'il a gagné, déjà l'élection est derrière nous parce que tout le processus est bouclé depuis longtemps avec la décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant qu'il s'en va, il faut qu'il trouve un moyen de revenir si effectivement il aspire à revenir, redescendre dans l'arène, ce qui est peu probable, parce que ce qui s'est passé le 22 février a été tout simplement une anomalie politique créée par un homme de Dieu qui aujourd'hui aussi s'en prend un peu à tout le monde, y compris finalement l'Église catholique. Comme il décide de revenir, des analystes politiques parlent de cette cohabitation éternelle qui a toujours entre Agouémé et puis le régime en place. Les gens parlent de comédie politique également. Vous voyez Agouémé revenir et surtout en douceur un jour? S'il veut, il revient. Ça dépend, tout dépendra de sa volonté. Mais encore sur un terrain politique, pour se prévaloir de ces outils nécessaires pour amener maintenant, pour mener le combat politique dans son ensemble, je pense non, parce qu'il a perdu la plume. Et, vous savez, il a dit des trucs même qui le rattrapent. Entre-temps, quand il était âgé de ces élections, il a même dit, profilé des paroles à l'endroit de ses amis de l'opposition, que ce que les autres n'ont pas pu donner n'ont pas pu offrir au peuple. Quand il viendrait, qu'on le voterait à 8h, je crois à midi, il va brandir les résultats. Mais jusqu'alors, cette élection est venue, c'est ce que les autres ont fait mieux que lui et qui n'arrive pas à démontrer. Donc ça fait vraiment que, moi je pense que c'est une pure diversion. Un homme de Dieu qui a fait chapeauter quelqu'un sur la scène politique que les gens regardent
Ça fait vraiment du buzz et tout le monde est dedans. Mais je dis véritablement pour une bonne politique, il va falloir choisir des acteurs. Mais je suis désolé que ce soit Agboyome qui soit inscrit dans ce ordre d'idée parce que il a fait le parcours politique où les gens l'ont connu avec des plumes politiques de haut niveau. Si aujourd'hui il reste encore dans cette bassesse-là, ça prouve que tout le monde aujourd'hui n'est pas appelé à faire la politique, ou bien c'est peut-être une tourmente, je ne saurais l'apprécier. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui sur l'arène politique, quelles que soient les compétitions électorales qui seront arrivées, avec Agboyome, peut-être qu'on mettrait quelqu'un à la place de, je ne sais pas si la DMK va exister, puisque de cohabitation en cohabitation, on risque même de créer aussi un autre clan qui va peut-être mettre d'autres personnes à la tête de choses. Mais c'est le feuilleton politique, surtout de l'opposition, que nous acceptons. Donc, nous demandons à ce que tout ce qui se joue comme politique, il ne faut pas quand même que les gens entretiennent le flou au niveau de la politique, ou peut-être au niveau comment les appelle-t-on, des militants, des militants des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, quand vous regardez un peu au niveau de l'opposition, la plupart des militants de l'opposition se retrouvent A. Parce que quelqu'un vient dire A aujourd'hui, le lendemain, l'autre dira B. Et bon, finalement, tout se dit, mais finalement, à qui croire? Vaut mieux peut-être penser à celui qui est en train de faire des preuves et qu'on voit, même si ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est des preuves qui sont tangibles et que les gens peuvent quand même toucher de doigt. Et il vaut mieux quand même servir une salade que les gens peuvent toucher du doigt plutôt que de penser à une éventualité qui n'existe pas. Mais Agboyome Kodjo, pour revenir à votre question, peut revenir, mais quand il revient, quitte à la justice de décider son sort, ça a été toujours, ce n'est pas la première fois. Il était parti, il est venu, il a été mis au Louvre en temps, il a été libéré. Bon, ça ne fait que peut-être la politique. Et puis, c'est ce qu'il a choisi, c'est ce champ politique qu'il a choisi qui l'amène là où il est. Maintenant, l'autorité aujourd'hui n'est pas obligée de s'activer autour de ce homme parce que on ne trouve pas l'enjeu. L'enjeu, à mon avis, n'existe pas. Quand on va parler des élections, oui, tente toujours de se dire qu'il est gagnant, qu'il n'arrive pas à montrer les preuves. L'autorité dit non. Bon, si ça doit continuer comme ça, c'est comme c'est du désordre qu'on crée dans le pays, tout le monde le fera. Puisqu'il y a des textes qu'il faut respecter, nous sommes régis par une loi et donc quand ça se passe comme ça, n'importe quel individu peut se servir de ces passerelles-là et créer le désordre qui n'est pas à gérer. Donc, Agboyome Kodjo, c'est un homme politique. S'il veut se sortir de ses cendres, se relever de ses cendres, il a intérêt à peut-être redorer le blason autrement. Pour se réinventer et créer des conditions qui soient saines pour pouvoir mener le combat politique. Lorenzo, on l'a déjà dit, une opposition divisée. Est-ce que la situation actuelle d'Agboyome Kodjo arrange une partie de l'opposition togolaise? Je crois que oui, parce que c'est malheureusement le profil de l'opposition togolaise qui le dit. La plupart du temps, nous avons toujours eu une opposition qui a de la peine à marcher comme un seul homme. Et quand vous voyez un peu les guéguerres qui ont toujours eu lieu au sein de cette opposition, et même le problème d'ego, de leadership, qui a toujours émaillé notre opposition togolaise. Et même quand, si vous vous rappelez très bien, à la veille de la présidentielle de 2020, les tractations et surtout le soutien de l'archevêque Podjoro et surtout le lancement de ce qu'ils ont appelé la dynamique Podjoro, ça n'a pas fait sourire toute l'opposition. Une partie de l'opposition n'était pas d'accord parce qu'elle se disait que c'est une fuite vers l'avant. Et donc, ils sont allés, c'est vrai qu'ils avaient en face un pouvoir normalement qu'ils devaient tous combattre, mais le problème que nous avons toujours eu avec notre opposition, c'est que au lieu de combattre tous le pouvoir en place, ils se combattent entre eux et ils oublient même qu'ils ont en face de quelqu'un qu'ils devaient combattre. Et donc, quand tu prends un peu ce schéma-là, naturellement, les errements
d'Agbeyome ne fera que du bien à une partie de l'opposition, parce qu'ils vont se dire, voilà, il est en train de se casser la gueule, et donc qu'il aille dans ce sens pour nous permettre, nous, d'avancer. Surtout que jusqu'à ce jour, quand vous voyez un peu les déclarations des uns des autres, on sent quand même qu'ils ne sont pas unis, qu'ils ne parlent pas tous de la même voix. Et quand vous êtes dans un combat avec en face de vous quelqu'un qui se révèle être beaucoup plus puissant que vous, qui est enraciné, et que vous n'arrivez pas à parler d'une même voix, c'est clair que vous ne pouvez pas le vaincre, le battre. Et donc si jusqu'en 2020, actuellement nous sommes, on va dire, à 4 ans déjà des élections prochaines, présidentielles. C'est long, mais c'est pas long. Sur le terrain politique, c'est pas long. C'est pas la veille des élections qu'il faut donner l'impression qu'on est unis. Déjà, au lendemain du scrutin, il faut commencer par déblayer le terrain. Voilà que jusqu'à ce jour, Agbeyome est soit tantôt dans un champ de maïs, tantôt en France. Et quand vous voyez ici, c'est militant. On a comme l'impression que même au sein de son parti, il ne parle pas de la même voix. Parce que récemment, il y a eu un de ses lieutenants qui a fait une déclaration qu'il est venu recadrer en faisant une autre déclaration. Et quand vous voyez aussi les autres partis, donc ça part en lambeaux. Avant même les présidentielles à venir, nous avons aussi les régionales qui s'annoncent. Et je pense que pour quelqu'un qui veut avoir le pouvoir suprême, ça passe forcément aussi par les régionales. Mais quand vous voyez un peu sur le terrain, on ne sent pas de la préparation du côté de l'opposition. Et donc, naturellement, le cas Agbeyome ne fera que du bien à une partie de l'opposition qui vont profiter peut-être de cette situation pour s'enraciner et éventuellement occuper la place la seconde place quand même, dans l'estime de la population togolaise, de la mémoire collective. Voilà. Germain, on a encore 1 minute, vous allez conclure. Au-delà de tout, il a recueilli plus de 17% de voix. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour unir, bref, tout le monde au Togo? Non, je pense que Agbeyome a déjà, il a déjà le secret pour créer des situations compliquées et revenir tranquillement. Il l'a expérimenté avec son mentor, le général Adéman, qu'il a quitté en fracas, qu'il a traité de tout le nom, mais il est revenu après. Ce que d'habitude les leaders de l'opposition n'arrivent pas à faire facilement. Donc, je crois qu'il connaît bien le régime pour avoir travaillé pendant longtemps avec ce régime. Sauf que il y a une nouvelle vision avec le président Faure. Il s'est trompé un peu en restant dans le chantage habituel du temps des Adéman, ce qui n'a pas marché. Donc, dans sa stratégie de contestation, avec quelque chose en échange, je crois qu'il n'a pas pu l'obtenir, mais il a beaucoup travaillé, même avec le président actuel. Il a été conseiller du président, il a fait quelques voyages avec lui, donc il a réussi le coup. Peut-être aujourd'hui, la langue se délie pour le dire, de monter l'archevêque contre l'opposition, en le plaçant finalement comme le mieux placé de l'opposition, alors qu'il a fait toute sa carrière au sein du pouvoir. Et finalement, cette façon de faire n'a pas abouti. Donc l'opposition, quoique détruite, se réorganise. Il ne s'agit pas simplement d'un problème d'Agbeyome, il s'agit d'un problème de la classe politique en général. Tous les leaders de l'opposition se sont cassés la gueule depuis Gilles Christophe, en passant par Edem Kodjo, Agboibo et tous ces gens-là. Donc il faut repenser l'opposition au Togo. Le pouvoir a voté un statut de l'opposition, mais je pense que le leader de l'opposition n'a jamais réussi à jouer son rôle finalement. Le président Jean-Pierre Fabre n'a pas été très rassembleur. Aujourd'hui, Gilles Christophe est assez vieux, il n'est même pas présent au Togo actuellement. Donc l'opposition manque de leader. Il faut revenir sur cette institution-là aussi de statut de l'opposition pour permettre généralement à cette opposition de jouer son rôle. Mais il y a aussi les locales qui ont permis
de plus en plus à l'opposition de cohabiter avec le pouvoir. Vous avez vu dans les mairies aujourd'hui, les choses évoluent, les régionales approchent. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va arriver à une nouvelle classe politique qui va mettre les intérêts du pays en avant et espérer conquérir le pouvoir autrement. Mais celle-là qui a agi jusqu'ici a totalement échoué. On espère qu'il y aura un rajeunissement, et s'il n'y a pas rajeunissement, on espère un changement total de mentalité et de méthode. Allez, merci beaucoup à vous, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous, mon doyen. Merci également à vous, Komi Mayaba, directeur de publication de Sorborna, et puis Lorenzo Keleki, directeur de publication de Atopani Info. On se retrouve donc la prochaine fois. Encore une fois, merci. Donc on se retrouve la prochaine fois. Vous aurez à partir de lundi le Maïsoro qui reviendra en force. À très bientôt.